Salut à tous, bienvenue dans les aléas du direct du lundi. Jean, vous n'avez pas fini avec votre journal? Non, mais je sculpte le midi parce qu'il y a des gens qui... Il a du cœur, c'est incontestable, mais j'ai peur que vous ne l'entendiez pas. Non. Ah, pardon, vous me parlez. Ah, vous voyez bien que vous n'entendez rien. Je regardais s'il y avait le père des fils dans le journal, mais non, il n'y a pas. Mais il y a le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit. Il n'y a pas le père, le fils, mais il y a le Saint-Esprit. Mais nous avons le père des fils. Bon, bah, c'est super. Ah, c'est bien. Pour nous accompagner, effectivement, bonsoir Hervé André-Benoît. Vous êtes le créateur et l'organisateur du FIS. Il y a plein de belles choses qui arrivent pour 2014, on va en parler. Exactement. Richard Gougis, vous êtes le directeur du service des sports de Midi Libre et nous évoquerons avec vous les grands prix qui seront remis demain mardi à la Maison régionale des sports pour l'ensemble de l'œuvre des sportifs du Languedoc-Roussillon. Et puis enfin, pour nous accompagner, deux spécialistes du tennis-ballon, Guillaume Ortiz et Florian Bancal. On va commencer avec vous. Le tennis-ballon, on en a déjà un peu parlé dans les aléas du direct, mais il faut rappeler quand même que c'est pas seulement le sport de détente que pratiquent les joueurs pros après l'entraînement sur les terrains du domaine de Gramont. C'est vrai que la plupart des gens ont cette image des joueurs de foot qui jouent à l'entraînement au tennis-ballon par-dessus un filet ou même une barrière qu'ils ont piquée au CRS. Nous, on fait ça toute l'année, donc on essaie de... Vous piquez au CRS. Ouais, non. C'est les plus grands voleurs de barrières à l'entraînement. Je comprends assez vite. Non, mais c'est vrai que nous, c'est un sport à part entière. Enfin, en tout cas, on essaie de le développer. Et donc, on est des joueurs de foot du dimanche, mais on est des joueurs de tennis-ballon de tous les jours. Et donc, c'est ce qu'on essaie de promouvoir à travers les médias, à travers la France et même à travers le monde, parce que ça se pratique dans le monde entier. Le seul truc, c'est que le football prend trop de place, à mon goût, et que même un petit pourcent nous ferait du bien, et pour le moment c'est pas le cas. Et merci d'être avec vous en tout cas, ça permet de faire parler du sport, et sur la région ça aura peut-être un petit impact. Florian, vous êtes passeur dans l'équipe de 7. C'est compliqué d'exister justement en tant que sportif, parce que vous êtes un sportif amateur éclairé, on va dire. Oui, tout à fait. Il s'agit que le foot prend énormément de place, donc, comme l'a dit Guillaume. Mais c'est pas du foot, hein. Il faut être clair. On peut être un très bon joueur de tennis-ballon et très mauvais au foot, ou l'inverse d'ailleurs. Hein. Mais c'est-à-dire, pour qu'on puisse exister, on est obligé d'utiliser ce terme football, parce que les gens ne savent pas qu'on existe. Donc on n'est pas des footballeurs, mais on est obligé de vivre avec, parce que sinon on serait encore plus dans l'anonymat. Pourtant, c'est un sport qui ressemble plus au volley, en fait, puisque c'est très technique, il y a des tactiques de jeu, des passeurs, des attaquants, des smatchers. Ils sont hauteur. Il y a même des contreurs, voilà. Donc c'est un mélange de football, de volley et de tennis pour le filet. Voilà. Et donc la plupart des gens ont cette image des joueurs de foot qui jouent au tennis-ballon, qui se roulent par terre, qui rigolent. Et comme il n'y a jamais d'image de tennis-ballon, ça risque de durer encore de nombreuses années. 3 contre 3. 3 contre 3, 2 contre 2, et il y a le 1 contre 1 aussi qui est très très dur. Voilà, un seul rebond. Le bolleux, il est comment le bolleux? Le ballon, c'est la même circonférence qu'un ballon de foot. Voilà, donc ça ressemble au foot. C'est pas un ballon de foot comme on trouve en Ligue 1. Il est légèrement plus léger, mais c'est dérisoire. Si vous en avez un en main, vous vous rendrez pas compte. Voilà. Mais techniquement, il est un peu plus léger. Et il y a un coach qui est en guirlande? Oui, c'est lui. C'est lui qui crie sur le banc. C'est lui. C'est un sport qui est très fair-play, y compris entre les adversaires et d'autant plus à l'intérieur des équipes. Non, il n'y a pas de prise de tête. C'est un sport où il n'y a pas de contact déjà. Oui, c'est pour ça qu'il ne plairait pas à Louis Nicolas. Hein. Pourquoi pas. Manque de contact. J'espère un jour qu'il aura l'occasion de nous voir jouer. Mais à partir du moment où il n'y a pas de contact, du coup, c'est quand même plus facile à gérer. Il n'y a pas de tension. Il y a un peu de chambrage, ça existe comme dans tous les sports. Mais il n'y a aucun contact, donc il doit y avoir un carton jaune par an, voilà, en moyenne. Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un événement particulier, c'est que, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'équipes encore, que c'est compliqué d'organiser des déplacements dans tous les sens. Donc, votre championnat est organisé en 4 tournois. 4 gros tournois à travers la France. 4 gros tournois. Et la deuxième journée, donc le deuxième tournoi de la saison, se déroulera le week-end prochain à 7. Samedi à 7. Au gymnase. Gymnase du Lido, de 13h à 21h30. Donc il y a les 8 meilleures équipes françaises qui se partagent en 2 groupes de 4. Quart de finale, demi-finale, finale. Et à l'issue des 4 tournois nationaux, les 4 meilleurs de la saison régulière se retrouveront pour un play-off en fin de saison. Et l'équipe sétoise, elle se situe où dans tout ça? Elle se situe en milieu de classement. Là, dernièrement, ils ont fait une belle perf à Corté en Corse. Ils ont terminé 4e.
Donc là, ce week-end à 7, on espère terminer dans les 4 premiers, voire même la première place. C'est envisageable. Voilà. Et surtout ne pas descendre, parce que ça va vite au bout de 4 tournois. Le moindre faux pas, on peut jouer les fins de tableau. Mais le maintien est quasiment assuré déjà, avec cette belle performance au premier tournoi. Il y a une seule équipe qui descend? Une seule équipe qui descend, ouais. Et une qui monte de D2, parce qu'il y a 3 divisions en France. Voilà, donc ça se développe, pas assez vite, mais ça se développe. Et il faut venir voir, parce qu'il y a des poules, hein, le match, ça commence tôt. En fait, tu peux y passer l'après-midi, tranquille. L'idéal, c'est d'arriver en fin de journée pour voir les meilleurs matchs. Mais c'est vrai que vu qu'il y a les 8 meilleures équipes françaises, même les matchs de poules seront très intéressants à voir. Et ça permettra au public de venir échelonner sur l'après-midi jusqu'à la début de soirée. Richard, un sport comme ça, comment il peut exister en midi libre? Ou ailleurs, parce que nous on en a parlé récemment dans une page magazine du dimanche, justement pour faire découvrir cette discipline qui est méconnue. Donc c'est vrai que dans le tunnel classique de l'information, surtout avec toute l'actualité, la densité qu'on a évoquée précédemment dans votre émission, de haut niveau à Montpellier et dans les environs, c'est sûr que c'est très difficile pour ces sports d'exister médiatiquement. Là, c'est notre rôle à nous d'essayer de trouver un angle magazine, de faire découvrir justement la discipline. Vous disiez tout à l'heure, à la limite, ça n'a presque rien à voir avec le football. Est-ce que ça veut dire que des anciens footballeurs auraient beaucoup de mal à s'adapter? Non, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des grands joueurs de football, de jouer avec eux ou contre eux. Forcément, ils ont un bagage technique intéressant, mais on peut le comparer un peu au volley ou au beach volley. Un champion de beach volley, s'il est champion du monde de beach volley, il n'est pas mauvais sur un terrain de volley. Mais s'il est spécifique beach volley, il ne sera pas champion du monde de volley en salle. Je pense pas, en tout cas. Il ne sera pas ridicule. Donc, les sports dérivés du football, il y en a plusieurs. Le beach soccer, le footy volley, le tennis ballon et bien d'autres. Donc nous, on a pris ce chemin. C'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, nous, on se régale. C'est un sport passion et on est dans l'ombre du foot. Voilà, moi j'adore le foot, mais de temps en temps, si on pouvait avoir une petite lumière et une petite étoile pour nous, ça serait sympa. Midi Libre nous suit, que ce soit au niveau local ou au niveau régional, mais quand on va dans des pays comme la République tchèque, ça passe en direct à la télévision, donc c'est un autre monde. Le gymnase est rempli avec 3000 spectateurs, ça crie partout, on signe des autographes, personne ne nous connaît mais on les signe. Et voilà, ça c'est fabuleux. Voilà. Vous soyez qualifié en Ligue des Champions pour aller jouer. Je dis pas de sauter toutes ces étapes, j'espère qu'on y arrivera un jour, mais voilà, ça se joue dans le monde entier. Donc comme le football est universel et donc forcément le tennis ballon l'est aussi puisqu'on vient du football plus ou moins, on est un dérivé. Bon Richard, malheureusement donc Guillaume et Florian sont pas dans votre panel de sportifs de cette année, mais comme chaque année depuis 10 ans, Midi Libre organise la grande fête des sportifs du Languedoc-Roussillon. Voilà, ça sera la 10e édition de ce qu'on appelle les trophées Midi Libre. En fait, c'est élire le sportif de l'année. Donc, à la fin de chaque année sportive, la rédaction sportive de Midi Libre désigne une douzaine de sportifs de la région qui se sont illustrés. Alors des fois c'est difficile, il faut faire des choix, il faut privilégier telle ou telle discipline. Cette année on a voulu faire la part belle au sport féminin parce que les équipes féminines marchent bien, se sont particulièrement distinguées. Les basketteuses de Montpellier Latte, finalistes du championnat de France, vainqueurs de la Coupe de France, deux joueuses qui étaient également finalistes de l'Euro avec l'équipe de France féminine, les volleyeuses de Béziers, vice-championnes de France et qualifiées pour la Ligue des Champions, les rugby women de Montpellier, championnes de France. Donc toutes ces équipes faisaient partie des 12 nominés. À côté de ça, on a des champions qui sont incontournables comme Yannick Agnel, Martin, le nageur double champion du monde, Camille Lacour, double champion du monde de natation, le Narbonnais, Yannick Agnel étant nîmois, Martin Fourcade, le Catalan, voilà, qui s'illustre plus que jamais au biathlon et qui rêve du titre olympique en 2014. Donc, et le gagnant. Donc ça fait un choix très large quand même. Hein. Oui, ça fait un choix très large. Est-ce que le gagnant est mouillé? On ne le saura pas. Ça serait un indice. Il peut être mouillé par de la neige aussi, bien non sûr. ou de la sueur. Bien sûr. Très bonne question. Oui, la palette est très large. Il y a Richard Gasquet aussi.
Et on a voulu aussi que le sport amateur soit à l'honneur. Donc les footballeurs de Mende qui s'étaient distingués en atteignant les 16e de finale de la Coupe de France faisaient partie des nominés. Et il y a de belles surprises au classement des équipes qui sont dans le top 5. Qui a voté? C'est vous, les journalistes de Midi Libre? Alors, les journalistes de Midi Libre votent. De toutes les rédactions sportives, y compris dans les agences locales, mais surtout les lecteurs ont renvoyé de nombreux bulletins de vote, plusieurs centaines comme d'habitude, et les internautes pouvaient voter directement en ligne. Donc on a fait un melting de ces trois votes pour faire un classement de 1 à 12 qui sera dévoilé demain. Alors non pas la Maison régionale des sports qui était apparue un petit peu petite puisque l'événement prend de l'ampleur. C'est quand même un grand événement sportif pour Donc, ça sera à l'espace Cap de Ville, l'espace sud de France qui se trouve un petit peu plus bas, à 300 mètres dans le quartier Odysseum. Puisque le Conseil régional est notre principal partenaire dans cette aventure, avec également le Comité régional olympique qui honorera quelques espoirs aussi qui se sont distingués cette saison dans la région. Et donc, Jean, on fêtera le 10e anniversaire. 10e anniversaire. De ces trophées. Jean Kahn, vous qui aimez bien les paris, alors pour vous, c'est qui le sportif de l'année? Comme la sportive de l'année. Vous voulez honorer les filles, je voterai plutôt pour une fille, là, je sais pas. Laquelle? Le basket, je penserais au basket, moi. Voilà. Florian? Pareil, basketteuse. Ouais. Guillaume? Ouais. Pour mettre jamais un panier. Je les connais pas tous ni toutes, mais peut-être plus dans la natation, annuelle, ou par rapport aux perfs qu'ils ont fait. Et Hervé? Je pense qu'avec le résultat que l'équipe de France a fait derrière, je pense que ça sera le basket féminin, mais on verra demain. Est-ce qu'on a espoir un jour de voir figurer dans cette sélection de sportifs justement un des compétiteurs qui vient participer au FIS, parce que le FIS est vraiment un événement complètement atypique avec des règles qui ne sont pas moins, des sportifs qui sont aussi assez particuliers, on va dire, hein. Mais au final, ils ne sont pas dans un sport hyper codifié, ils ne sont pas olympiques. Est-ce qu'on peut les voir arriver chez nous? Il y a d'autant plus d'espoir qu'on a ouvert une petite porte justement cette année, puisque un des candidats des nominés que je n'ai pas cité tout à l'heure, c'est Antoine Guyon, qui est un Biterrois qui se distingue dans de l'ultra trail du Mont Blanc, qui a terminé 4e de la Diagonale des Fous. À la Réunion. Nous en avions parlé. Et ça fait plusieurs années de suite qu'il termine dans les 10 premiers de la Diagonale des Fous. Donc on s'est dit, on va mettre à l'honneur ces sportifs qui font des sports de cinglés, qui font des heures d'entraînement, qui souffrent peut-être encore plus que d'autres, et qui finalement n'apparaissent pas toujours dans des classements, dans des palmarès. Donc c'est une porte ouverte. Donc effectivement, des disciplines un peu plus extrêmes, un peu plus spectaculaires. Je pense qu'on va peut-être essayer d'avoir des nominés de manière un petit peu plus régulière. Donc on jettera un coup d'œil particulier à l'édition 2014. Pour le coup, avec Guillaume et Florian, on parlait de la difficulté de se faire médiatiser quand on est un sport émergent comme le tennis-ballon. Alors dans le cas d'Hervé André Benoît qui organise le FIS depuis 17 ans, il n'y a pas de problématique de médiatisation, c'est plutôt même la source même de l'existence des sportifs qui font les sports extrêmes. Mais alors pour le coup, il y a une vraie problématique d'intégration dans un système sportif. À un moment, le roller a été en démonstration aux Jeux à Athènes, si ma mémoire est bonne. C'était Ty Chris qui y est allé. Mais finalement, on ne voit pas ces sports-là s'installer durablement dans quelque chose de codifié et dont on dit vous serez olympique et il va y avoir des championnats d'Europe. Je pense que la problématique, elle est déjà au niveau des fédérations qui ont du mal à encadrer ces disciplines-là. Donc elles essayent, mais aujourd'hui, c'est différentes fédérations qui vont chapeauter ces sports. Ça va être le vélo d'un côté, le skateboard de l'autre, le wakeboard, ça sera celle du ski nautique et du wakeboard. Oui, c'est déjà compliqué de regrouper les disciplines entre elles. Et puis le côté freestyle qu'on représente, pareil, dans le BMX aujourd'hui, au niveau international, l'UCI est vraiment derrière la race, mais pas du tout derrière le freestyle. Donc on est là aussi pour essayer de structurer quelque chose au niveau national et international, pour pouvoir proposer une alternative de quelque chose déjà tout bordé, pour que justement les médias, les journalistes puissent vraiment s'y retrouver et dire
voilà, telle compétition, ça correspond à un championnat du monde, ça correspond qu'il n'y ait pas 10 championnats du monde différents, ce qu'on l'a vu dans le kitesurf à un moment donné, avec 2-3 tours différents, tout le monde s'est perdu. Nous, entre guillemets, on n'en a pas du tout dans certaines disciplines. Donc c'est d'arriver justement à le structurer et que les fédérations derrière appuient ce titre officiel éventuellement qu'il pourrait y avoir. Alors 17 ans de FIS, ça a fait 17 épreuves différentes qui ont évolué chaque année l'une par rapport à l'autre. Là, cette année, ça se déroulera du 28 mai au 1er juin sur les berges du Lez, on va dire. Absolument. Mais il y a un événement qui vient par-dessus le 29 mai. C'est pour la première fois votre intégration à l'Arena à Montpellier. Exactement, c'est une idée qu'on a depuis que l'Arena a été créée. C'est vrai que avec le nouveau directeur de l'Arena, on a réfléchi. On avait une approche de vouloir développer une partie freestyle motocross, mais pas forcément pendant le FIS. Voulant pas justement télescoper le FIS, mais au final, on s'est dit que ça nous permettait d'amener près de 400 000 personnes autour de Montpellier pour le FIS. Donc la clientèle était présente pour ce show dans l'Arena. Donc cette année, on s'est associé pour faire une copro d'ensemble et de proposer le jeudi, donc il y a le mercredi d'ouverture, et dès le jeudi à partir de 21h, un gros show de freestyle motocross et de trial freestyle. Donc c'est des disciplines qu'on avait sur le FIS qu'on a retiré il y a quelques années, 5 ans. Ouais. On a tourné un angle plus éco-événement justement, donc le côté, je dirais, engin motorisé ne correspondait pas directement à l'esprit du FIS au niveau de la nuisance sonore. Au niveau de la comparaison entre le freestyle, le motocross ou avec un coup de gaz, c'est sûr qu'on monte à 10-15 mètres de haut. Et puis c'est le bon compromis, je pense, cette année 2014 pour relancer le freestyle motocross avec l'Arena le 21. Alors, il y a du motocross et il y a des figures, on va dire. Alors du freestyle motocross. Qui on va voir ? Alors ce qu'on va voir, c'est un peu l'élite mondiale qu'on aura. Donc il y a Edgar Toronteas qu'on tient vraiment à faire venir parce qu'il était présent quasiment au début à Palavas, justement sur la plage, il était présent. Il y aura Brice Iso, Romain Isoire, il y aura aussi Julien Dupont en freestyle trial justement, qui était pareil à l'époque de Gramont, était présent pour représenter cette discipline. Donc la discipline freestyle trial a quand même pas mal évolué. Donc l'idée c'est d'arriver à retrouver un petit peu tout cet esprit motorisé qu'on peut trouver dans le freestyle. Donc les meilleurs pilotes européens et internationaux seront présents avec des réceptions mobiles qui vont permettre de montrer un petit peu à tout le public du FIS ce que c'est. Pour faire simple, moi qui comprends rien, c'est les motos, hop, il lâche la moto, il tourne en l'air, il s'envoie en l'air, il revient. Des flips avant, des flips sur les mains, sur les bras, c'est ça quoi. C'est ça. Ah oui, non, voilà, maintenant, et des sauts à près de 15 mètres de haut quand même, donc c'est sûr que... Oui. Et puis dans ce principe d'arena, je pense que le public sera chaud dedans, ça peut faire une belle soirée. Ouais. Oui, ça peut devenir un vrai bel événement. Hein. Ça a été longtemps organisé à Bercy. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Dans le cadre, mais pareil à Bercy, c'est organisé dans le cadre de courses de motocross. C'est pas uniquement du freestyle. Là, le but, c'est vraiment une soirée dédiée uniquement au freestyle. Bon, et le reste du FIS continue sa vie normale. Continue à évoluer avec le développement du FIS au niveau international. Donc on l'annoncera très prochainement, mais d'une tournée mondiale qui va dans la logique que vous expliquez par rapport à un circuit mondial pour qu'à la fois les riders puissent avoir un tour, avoir un classement général, avoir des prize money distribués. Avec un plan média qui soit géré par une agence comme IMG qui au niveau mondial distribue la majeure partie des gros contenus sportifs. Donc c'est une nouveauté qui va nous permettre d'augmenter un peu nos prize money sur Montpellier, c'est-à-dire l'argent qu'on donne aux riders aux sportifs qui gagnent. C'est le bénéfice. Le bénéfice. Ouais, c'est exactement. Et de gagner en notoriété, je dirais internationale. Je pense qu'au niveau régional et national, le FIS commence à avoir une grosse aura. On a besoin aujourd'hui de gagner en notoriété internationale, et cette tournée mondiale qui va passer par notamment Montpellier, la Malaisie et la Chine va nous permettre de développer ce circuit international. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la guerre avec les X-Games est définitivement en route là ? Il n'y a jamais eu aucune guerre avec les X-Games. Il y a une petite concurrence quand même, on va dire. Une prétention, vu le calibre qu'ils ont de devoir être en concurrence. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont enlevé les dates qu'ils avaient en Europe, enfin même dans le monde entier, ils gardent que celles des États-Unis. Donc c'est vrai que vis-à-vis d'autres sports, c'est un peu dommage parce que c'est une énorme exposition médiatique au niveau international. Donc je dirais qu'on n'avait pas du tout anticipé parce qu'on ne savait pas qu'ils allaient le faire, mais on va aller monter un circuit mondial dans différentes disciplines. Occuper le terrain là où ils l'ont laissé libre. Oui, un petit peu.
Richard, est-ce que ces sports-là, justement, puisqu'on en parlait, est-ce qu'en fait, il faut qu'ils se codifient? Est-ce qu'il faut qu'ils rentrent dans le système? Ou est-ce qu'il faut qu'ils restent ce qu'ils sont, c'est-à-dire un peu incontrôlables, un peu funky, un peu... Moi, je pense qu'ils intéressent le grand public par leur côté sport-spectacle. Et c'est vrai que nous, quand on parle du FIS et quand on a des lecteurs ou des gens qui nous interpellent, c'est vrai que le FIS draine une population incroyable sur Montpellier. C'est devenu quelque chose d'incontournable. Mais les gens vont pour y voir un spectacle avant d'aller voir une compétition. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Après, on peut comprendre que les sportifs qui passent des heures à l'entraînement, qui se tirent la bourre entre eux, et voilà, ce besoin de classement et de reconnaissance. Je pense que les deux peuvent aller de pair. Parce que là, on est vraiment dans du sport de très haut niveau. Pour arriver à faire ce qu'ils font en skateboard ou en BMX flat ou des choses comme ça, il faut un entraînement qui est le même qu'un patineur artistique ou un cycliste. Donc ça demande les mêmes sacrifices. Tout à fait. Mais je rejoins tout à fait ce que vous dites, c'est que aujourd'hui le public vient pour un spectacle, mais pas pour le résultat. Et l'objectif justement, et forcément le plus bel élément de comparaison, c'est dans le football, c'est qu'il y a une starification de chacun des sportifs, où le public va pouvoir reconnaître le sportif, nous on l'appelle le rider, donc être capable d'avoir dans l'année entre 4 et 6 rendez-vous déjà, où à chaque fois le public et les téléspectateurs, si on arrive vraiment à trouver les flux, je dirais, de diffusion, vont pouvoir retrouver à chaque fois les mêmes têtes, vont pouvoir prendre parti pris, soit parce que c'est un Français, soit parce que c'est leur chouchou, c'est le plus jeune. Et là, on va pouvoir rentrer dans un cadre où le résultat aura un vrai sens et d'une voie un peu plus, je dirais, organisée, comme on peut avoir dans le football, tout en gardant le côté compétition et format sportif qu'on a, où des fois le temps va un petit peu déborder à droite et à gauche. Mais ce qui est important, c'est, je pense, de reconnaître et de starifier chacun de nos riders. Alors justement, ça veut dire que par exemple, les intentions olympiques, c'est plus la peine? C'est plus la peine. C'est certainement pas moi qui vais décider de ça. De votre point de vue, je pense que justement, pas faire des erreurs qu'il y a pu avoir dans d'autres sports, peut-être dans le snowboard, c'est que justement des organisateurs comme nous, je dirais, qui sommes à la fois riders et aussi organisateurs, donc qui contrôlons l'évolution de ce sport-là, on puisse être en phase avec les fédérations qui seront, elles, la porte d'entrée pour les Jeux Olympiques, mais que ce que vont proposer les fédérations aux Jeux Olympiques correspond à ce que les riders veulent. Et le problème, c'est qu'il y a souvent un décalage entre les deux. Donc c'est sûr que développer un tour mondial peut être une alternative pour derrière être plus présentable, entre guillemets, pour des Jeux Olympiques. Donc intéressant quand même, parce que les Jeux Olympiques restent une exposition médiatique mondiale sans comparaison. J'ai des questions pour le père du fils. Vous voyez qu'il est sain d'esprit, mais il est quand même un peu malade. Alors il est habitué. Alors quand on fait allô fils, il y a quelqu'un qui répond? Oui, toujours toute l'année. Il est parti à 17 ans à 2, et là vous êtes combien maintenant? Je suis parti quasiment seul. Maintenant on est 30. 30 personnes. Conseillerez-vous à votre fils de s'envoyer en l'air Ah oui, tout le temps, et qui s'arrête pas. Qui s'arrête pas. En couple, c'est vous qui tirez la ficelle ou elle? C'est elle. Et pour finir en feu d'artifice, c'est quoi le rêve prochain du père du World Fizz? Que cette tournée se passe bien en 2014 justement, et puis qu'on continue à avoir d'autres pays qui souhaitent candidater pour recevoir en 2015 et 2016 l'événement, et puis que nos sports, surtout globalement, continuent à se développer. J'ai toujours dit que le football est la référence dans nos sports, et que on se rapproche le plus possible, un peu comme vous justement, de cette médiatisation et cette notoriété. Et pas finir à l'office. Mais surtout pas. Voilà. C'est tout. Moi, je vais aller boire un gin, fils. Bon, écoutez, nous, ce qu'on vous propose, c'est ce week-end d'aller à 7 au gymnase, Guillaume. On y va. Gymnase du Lido, samedi 13h. Samedi 13h pour la deuxième journée de championnat de France de tennis ballon. Exactement. Il y aura beaucoup de rencontres, vous avez moyen d'y passer l'après-midi et de vous régaler. L'entrée est gratuite, donc venez nombreux. Et il y a un café offert. Du 28 mai au 1er juin, le FIS, ce sera le 18e. 17e, le 18e, exactement. 18e FIS, il est majeur, ça y est. C'est vrai. Je l'ai fait avant Jean Cannes, c'était pour gagner du temps. Et surtout, le 29 mai, le premier FIS Indoor à l'Arena. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places sur le site internet de l'Arena. C'est bien ça. Exactement, tout à fait. Et puis Richard, demain,
soir, mardi, on connaîtra enfin qui est le sportif ou la sportive de l'année. Là. Vous pouvez pas nous filer un tuyau? Là ou le ou là. Je sais pas. C'est une équipe, c'est une seule personne. Elle joue au ballon. Un tuyau ou un tuba? La main au panier. Ah, un tuba, c'est des nageurs, mince. Je donne ma... J'ai rien dit. Ou peut-être il est musicien. Oui. Allez-y, chantez pour voir. Non, il mouille le maillot. Hein? Ouais, il mouille le maillot. Il nous reste une petite trentaine de secondes. Genre, vous savez qu'on se quitte là. Ah là là. Je vais plus vous revoir pendant 15 jours. Il peut m'arriver des trucs, je peux tomber malade, vous ne serez même pas là pour me soigner. Bon, tant pis. Bon, vous avez passé des bonnes fêtes? Oui, je pourrais plus m'enguirlander. Non, mais ça on attendra la rentrée quand vous aurez pris de bonnes résolutions et c'est pas bien parti pour ça. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans cette émission. C'était la dernière de la saison. Nous on se retrouve le 6 janvier pour de nouveaux aléas du direct consacrés au sport. En attendant, passez de bonnes fêtes. We pump the party up. We pump the party up. Pump the party. Kick it.